Salut Fred. Merci pour ton temps, pour échanger pas mal de valeurs là ensemble sur 1 heure. Vu que tu as une certaine expertise depuis pas mal de temps dans le growth, dans l'outreach, etc., ça peut être cool de partager un peu tout ce que tu fais, ce que tu as lancé aussi comme projet. Donc voilà, l'idée, ouais, ça va être de parler de séquences, cold email, d'outreach, de scrapping, etc. Et de donner pas mal de petits conseils aussi pour les personnes qui stagnent ou qui veulent plus de résultats sur ça. Et ton parcours peut être aussi intéressant à partager. Donc, si tu veux bien te présenter, Fred. Ouais, bah, trop cool. Merci pour l'invite, Antoine. Ça fait plaisir. Je suis content d'échanger avec toi et d'essayer d'apporter un maximum de valeur pendant cette heure ensemble. Du coup, je m'appelle Fred. J'habite à Lyon. Je viens d'avoir 30 ans et je suis dans le growth, en effet, Okay. depuis quelques années maintenant, au travers de différentes expériences. On pourra revenir en détail dans mon parcours, mais actuellement, en tout cas, j'ai lancé un SaaS qui s'appelle Better Contact et qui est un produit qui sert à enrichir ses contacts, ses listes de prospects pour obtenir leurs coordonnées et derrière pouvoir dérouler en call d'outreach. Donc, c'est mon projet principal en ce moment et on aura l'occasion de revenir plus en détail, mais c'est vraiment ça. J'ai touché un peu à pas mal de choses, côté outbound principalement dans le growth. D'accord. Et voilà, je pense que je pourrais partager quelques retours d'expérience et quelques tips. Avec plaisir, ouais. Et du coup sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait du coup que tu en es arrivé à lancer un SaaS, à lancer Better Contact, un peu l'avant projet, ça, t'étais en freelance, t'avais eu quel type d'expérience sur le growth? Ouais, exactement. En fait, c'est venu du freelance. Okay. En fait, je suis rentré dans le monde du growth au travers de quand j'ai monté ma startup. À la base, bon, pour revenir un peu en arrière et faire tout le fil, moi, je suis ingé de base, ingé généraliste, mais j'ai toujours un peu codé à côté. J'ai pas fait une école de code, mais j'ai toujours un peu codé. Donc, j'ai cette casquette un peu technique, qui m'a permis en fait quand j'ai voulu lancer ma startup maintenant il y a quelques années, donc pas à Better Contact, à une autre startup initialement avec plusieurs associés. C'est moi qui avais la casquette tech et c'est moi qui développais le produit. Et donc du coup, rien à voir avec le gros à la base. Mais forcément, quand on était une startup et qu'on commençait de zéro, il a fallu faire de l'acquisition, il a fallu faire du gros indirectement. Et en fait, on en a tous un petit peu fait à différents niveaux. Et moi, en tant que dev, je faisais la partie un peu plus technique, donc un peu la partie scrapping, enrichissement, outbound, paramétrer des outils. Donc c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure, en plus de mon taf de développeur au sein de la startup, que j'ai commencé à toucher à l'outbound et au growth en général. Exactement. Donc moi, je trouve que c'est la meilleure école. De toute façon, c'est un métier qui s'apprend pas en théorie, le growth, mais c'est de mettre les mains dans le concret, de creuser à force d'avoir des problématiques très concrètes sur j'aimerais toucher telle cible, comment je peux faire pour la toucher, de tester plein de trucs, de passer son temps sur des forums, de passer son temps à tester des outils, à suivre des masterclass, des choses comme ça, qu'on prend des idées un peu de partout et qu'on expérimente. Pour moi, c'est principalement un boulot d'expérimentation. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là que je connaissais même pas particulièrement, mais qui m'a éclaté. J'ai toujours voulu, moi, dans mon ADN, mixer mes compétences de code. Vraiment, j'adore ça, je m'éclate dans le développement. Mais en même temps, je voulais surtout pas être un développeur pur et dur pour plein de facteurs, notamment les phases de projet, vraiment développement sérieux. C'est des trucs que je trouve un peu ennuyants par rapport à moi. J'aime bien souvent bidouiller puis passer d'une chose à une autre. Ce qui c'est pas trop forcément dans un monde de développeurs très sérieux, on va dire, sur un gros projet. Donc en fait, ça a été un moyen pour moi de faire des trucs super cool, de toucher un petit peu au sales, de toucher un peu à la vente, d'être sur la partie quand même market, génération de revenus, en même temps en mettant de la tech. Et en fait, quand la startup on a essayé d'arrêter parce qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner la boîte, je me suis dit, je vais mettre toutes ces compétences que j'ai que j'ai pratiquées pendant des mois, en freelance, en fait, au service d'autres personnes, pour me lancer là-dedans. Donc voilà, pour remettre un peu le fil. C'est comme ça que je me suis lancé dans le freelancing en growth. Et donc du coup principalement sur l'outbound parce que j'ai plus une ADN technique à faire du scrapping, du sourcing que vraiment de la stratégie de contenu, de la rédaction d'articles, etc. qui est moi mon domaine. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis allé déjà dans le monde du freelancing growth. Là je me suis éclaté à bosser avec plein de boîtes de différentes tailles, des scale-up en pleine expansion, des plus petites boîtes, des boîtes qui étaient pas du tout matures sur des sujets grosses. Je suis content parce que j'ai pu voir un panel vraiment différent, même du corpo qui est un monde encore complètement à part, qui est assez en retard
toute la partie grosse, on va dire. Un peu plus fermé, ouais. Ouais, c'est ça, qui est encore un peu frileuse, on va dire. Ça change, mais voilà, qui a pas l'habitude. Mais donc ça, c'est super intéressant. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des patterns de besoins qui revenaient souvent, notamment par rapport à mes compétences et ce que je faisais. Et l'un des principales missions pour lesquelles j'étais embauché, c'était faire des machines d'enrichissement, optimiser l'enrichissement, vraiment sur cette partie un peu grosse ingénieur, un peu technique. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à construire 1, 2, 3 machines en Presta pour différents clients. J'ai commencé à en construire aussi en interne pour moi parce que quand je faisais de la Presta, plus de livrables avec livrer des listes, livrer des campagnes, etc. Moi, j'avais des process en interne pour faire tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, y compris dans plein de très belles boîtes qui marchent très bien, que ces machines-là d'enrichissement, elles étaient souvent sous-optimisées, soit par manque de connaissances, soit par manque de temps, soit parce que très souvent, tu avais un freelance ou un gros outbound qui a fait une super machine, mais beaucoup de turnover dans ces boîtes, donc au bout d'un an, il part. Et la machine, personne ne la connaît, personne ne la maintient, et tu te retrouves à poil au bout d'un an, alors que tu as investi du temps et de l'argent. Ils repartent au départ, Et c'était il y a combien de temps, du coup, cette phase de freelance, après ce lancement de start-up qui avait pas forcément... J'ai commencé en 2021, je crois, 2021, Ouais, j'ai commencé un peu en side en 20, on a arrêté la start-up en 21, mais j'ai commencé en side en 2020, et après, tout 2021, 2022, freelance à fond, 2 ans et demi à peu près, full time. Et donc c'était les débuts de Drop Contact, de toute cette vague de SaaS. C'était un peu plus ancien. Drop, ils ont commencé en 2017, je crois, puis ils ont explosé. Ah oui, d'accord. Un petit peu après quand même. Ils ont dû exploser. T'as raison, vers 2019-2020. Je sais pas historique en tête exact, mais puis c'est pas du jour au lendemain non plus. Mais par contre, c'est quand même effectivement, c'est là où il y a eu l'avènement de la stack, surtout bien connue en France, Drop Contact, Lemlist, c'est aussi qui arrive un peu au milieu de tout ça, où c'est devenu où le cold emailing c'est vraiment généralisé, qui était plus on va dire peut-être un peu c'est ça, c'est devenu mainstream. C'était un truc de connaisseurs et de scale-up, startup devenu scale-up en 2017-2020, et à partir de 2020, c'est vrai que ça s'est vraiment généralisé à plein de monde, ce qui est pas plus mal, mais du coup c'est pareil, beaucoup de monde en fait, donc forcément c'est plus concurrentiel, il faut faire les choses mieux, bien, exactement. Carrément. Ah oui, ok, donc c'est bien parce que tu as mis les mains dans le cambouis avec ce projet-là, Startup. C'était plus axe B2C ou B2B C'était les deux. C'était une startup dans l'immobilier en fait, où on était globalement, même si on a tenté plusieurs choses, on va dire qu'on était un moteur de recherche immobilière pour les particuliers, mais il fallait qu'on source aussi des biens chez les pros. Et donc on avait tout. Enfin, c'était un peu une marketplace. On va dire en termes de business, c'était un petit marketplace, on va dire globalement. Donc tu dois avoir l'offre et la demande. Et du coup, il fallait faire des actions de B2C et des actions de B2B. Donc B2C, c'était moins outbound, on va dire, ou en tout cas beaucoup plus pub, etc. Mais en tout cas, sur la partie B2B, on avait pas mal d'actions outbound. Et aussi avec beaucoup de partenariats. Le business model était basé sur le partenariat, donc beaucoup chercher du pro. Tout ce qui va être autour du projet IMO, des entrepreneurs, des boîtes de BTP, c'est comme ça. Donc, d'accord. Ah oui, ok. Et donc, ce projet-là, finalement, de start-up qui n'a pas forcément abouti. Non, pas abouti. Ça a été quoi la problématique qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas forcément… Business model. Franchement, c'est là où c'est le nerf de la guerre, et à chaque fois qu'on entend un truc là-dessus, on se dit c'est évident, mais en fait, honnêtement, on avait un bon produit, on avait des utilisateurs, on va pas dire des clients du coup parce qu'ils payaient pas, mais on avait beaucoup d'utilisateurs, on avait pas mal d'utilisateurs qui étaient très satisfaits de l'outil. On n'avait pas trop de mal on arrivait en tout cas dans les stratégies pour sourcer des biens, sourcer des pros, donc on arrivait quand même à avoir un peu les deux côtés de la marketplace. L'expérience était bonne. Les utilisateurs, nous, la vision qu'on avait de la boîte, c'était changer la manière de louer ou d'acheter un bien dans les zones tendues. Genre, tu veux louer un bien à Paris, c'est l'enfer. Tu veux acheter, c'est pareil. C'est 50 ans de visite, c'est vendu en 1 heure. Lyon, c'est pareil. Voilà. Donc, nous, partant de ce postulat, on voulait fluidifier tout ça, mettre de la tech dedans. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte. Alors ça, c'était quand même pré-Covid. C'était 2019, 2018, 2019. Et en fait, on s'est un peu heurté au fait que, mine de rien, même si ça commençait à se digitaliser dans le milieu, il y avait quand même une inertie assez importante, notamment de la part des agences qui n'étaient pas forcément… En fait, ça tournait pour elles. C'est un métier qui tourne. Ce qui est bien, comme l'industrie tourne, qui vendent, qu'il n'y a pas de souci. Quand tu veux bouger l'industrie, c'est pas que c'est impossible, mais c'est même plus dur parce que c'est quand tu es dans le dur que tu es obligé de réagir. Et typiquement, nous on proposait côté agence un produit qui fluidifiait vachement aussi leur processus de sélection de dossiers, de récupération de pièces, en gros tous les trucs administratifs
faire. Ça change vraiment leurs habitudes de tous les jours, déjà, finalement. ça change leur habitude. Ouais, ils sont un peu fermés, ouais. Ok. Et puis ouais, tout marchait bien pour eux, donc en fait, ils n'avaient pas besoin. Enfin, bref, ils dépriorisaient ça pas mal. Et après, quand est arrivé le confinement, nous, on a arrêté après le premier confinement, donc assez vite dans le Covid quand même. Et en fait, 1 an, 2 ans après, là, j'en parle avec des gars qui sont encore dans le milieu et qui me disent, en fait, ils sont complètement digitalisés sur toute la chaîne du dossier parce qu'ils pouvaient plus faire de visite, parce qu'ils pouvaient plus voir les gens en physique, parce que machin, parce que truc. Donc, ils ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de se digitaliser et on est peut-être arrivé un peu trop tôt, tu vois. Ça est arrivé 1 an après le Covid, un peu plus pendant le Covid. Ils auraient plus été à l'écoute et prêts à payer pour le produit. Parce que là, le truc, c'est ça. Ils adoraient le produit, c'était prêt à utiliser, mais c'était pas prêt à payer parce que leur process marchait suffisamment bien. Et après, quand ils ont été obligés de changer, peut-être que il y a des boîtes qui font plus ou moins, en tout cas en partie, ce qu'on faisait, qui ont a priori réussi à trouver un business model. Et il y a un côté un peu frustrant de se dire ça, mais après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a plein de facteurs qui l'expliquent. Mais ouais, principalement, en tout cas, ce qui a coincé, c'est qu'on n'a pas réussi à générer suffisamment de cash et c'est le nerf de la guerre. Donc, même avec un bon produit. Après, d'un point de vue, d'un point de vue gros, comme le produit était plutôt bon et qu'il y avait une bonne proposition de valeur, c'était pas facile à vendre, mais c'était intéressant au niveau copywriting, au niveau stratégie, etc. Ça peut être bien me former. Après, c'était derrière, c'est quand même. Ok, ah ouais, donc après, c'est les aléas. Toi, tu as bifurqué du coup après sur cette partie freelance, ouais. Et c'est intéressant parce que le fait que le fait que tu aies eu l'idée de Better Contact, c'est parti d'une problématique. Donc, tu as vu que le marché, finalement, galérait sur la partie scrapping, enrichissement de données. Et du coup, ouais, tu t'es dit, là, il y a un truc à jouer, ouais. Exactement. En fait, cette expérience de startup, elle m'a quand même bien aidé parce qu'elle m'a un peu traumatisé. C'était mon first time produit, quoi, la première fois que je lançais. Et ça m'a un peu traumatisé dans le sens où, même si je savais que on sait tous qu'il faut d'abord le product market fit, etc. Même si on l'avait, c'était plus un point de vue business model, mais bref, quelque part, ça veut dire qu'on n'avait pas non plus. Et je me suis, là, quand j'ai arrêté ça, un peu avec de la fatigue mentale, etc., je me suis dit, bon, jamais je relance un produit tant que je pars pas de l'inverse, quoi. Je pars pas de vraiment, j'ai des personnes qui me demandent, qui me payent pour ça, qui me payent pour ça. Et en fait, c'était pour ça que le monde de la presta m'intéressait. Parce que bon, déjà, se refaire financièrement, quand tu parles de 2 ans sans revenu avec une boîte, à un moment, tu vas regagner de l'argent. Donc, se refaire financièrement, c'est important. Mais surtout aussi de me dire, là, je serais vraiment auprès des utilisateurs, ces gens qui sont prêts à payer, qui payent tous les mois, toutes les semaines pour avoir un rendu final. C'est à cet endroit-là que je peux au mieux capter la valeur et au mieux capter ce pourquoi ils payent. Et même si j'avais pas l'idée au début de Better Contact en partant dans le freelancing, au contraire, je me suis dit, c'est sûr qu'à force, je vais trouver quelque chose. Et je m'étais toujours dit que je relancerais un produit parce que c'est quand même ce qui me fait kiffer. Mais je vais pas trop tu sens le marché, en fait, finalement. Avant de. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu pars déjà d'une problématique existante. Et t'es un peu espion, tu analyses ce qui se fait, etc. Et après, tu pars de ce constat-là pour créer ton produit. Ouais, exactement. Exactement. Déjà, il y a le côté, moi, en tant que growth, j'ai manipulé plein d'outils et j'ai vu les limites de plein d'outils. Et en plus, quand tu as un peu dev, quand tu as cet esprit-là, tu as toujours envie de faire un peu plus, un peu mieux, un peu de trucs rajoutés. Et donc, déjà, j'ai été confronté à plein de limites. Mais ça suffit pas parce que j'aurais pu retomber dans le premier piège. Faire un truc un peu suroptimisé ou un truc de geek qui manque quelques trucs et au final, personne n'est prêt à payer plus pour avoir les 10% plus que tu as fait. Mais quand même, j'ai vu les limites. Et après, surtout, effectivement, en voyant les clients qui, eux, se contentaient pas de que c'est tel outil ou tel outil, qui mettait une surcouche de dev par-dessus ou qui, voilà, là, tu te dis, si les mecs sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour faire un dev, ils seront prêts à payer quelques dizaines d'euros par mois pour avoir le produit en mode SaaS commodité, quoi. Donc, ouais, vraiment partir du besoin client. Et j'avoue que ça m'a, pour moi, c'était sine qua non. C'était vraiment partir de ça. Après, c'est pas forcément suffisant, parce que c'est toujours pareil, c'est pas parce que tu vois le cas 3, 4, 5 fois que tu es sûr qu'il y a un marché suffisamment grand, etc. Mais au moins, ça te permet d'avoir déjà d'essuyer des premiers plâtres. Quand toi, tu le fais en presta, tu vois les limites. Donc après, quand tu veux développer le MVP du produit, Minimum Viable Product, c'est plus simple parce que tu sais déjà ce qu'il faut faire et tu vois quels sont les écueils et quels sont les points les plus importants. Et puis tu vois, quand même, malgré, c'est comme tout, même si tu fais un tout petit projet, pareil, Better Contact, je veux que ce soit maintenant, je suis plus soigné je veux un produit qui fait une fonction, mais très très bien. Tu l'exécutes à la perfection, personne ne peut le faire mieux que toi parce que c'est ton truc, tu le maîtrises à fond. Et pas faire un couteau suisse avec 50 fonctionnalités qui sont toutes plus ou moins moyennes. Ça peut marcher, il y a plein de boîtes qui marchent comme ça, mais c'est
plus ce que je veux faire, c'est plus, et je trouve que c'est quand même plus simple, et même en termes de market, en termes ton focus, il est vraiment sur une feature, ouais, d'accord. Après, il faut qu'il y ait suffisamment de valeur pour que les gens soient prêts à payer un outil en plus pour cette valeur. Donc, c'est aussi ça que tu peux, en ce moment, le marché, identifier. Mais par contre, ouais, si tu fais les choses, enfin, après, c'est un peu mon pitch de vente, mais quand tu confrontes la personne à le fait, non, parce qu'on n'a pas le temps, ou non, parce que ça coûte trop cher, ou est-ce qu'on fait, oui, mais ça nous coûte tant d'entretenir, ou tant de payer un freelance pour le faire, ou ce poste, ça lui prend 20% de son temps, etc. Et tu dis, bon, bah, tu compares la même chose. En plus, c'est mieux fait parce que moi, je mets toute l'engineering que je connais dedans et je fais que ça. Et en plus, ça te coûte moins cher. Donc après, c'est facile à dérouler, quoi. Ouais. Carrément. Et ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées au début sur cette deuxième boîte, du coup? Ouais. Difficulté, je pense que la première, déjà, ce qui est assez propre à ce projet-là, c'est que je suis tout seul, je suis solopreneur, je suis bootstrappé par choix. Okay. D'accord. Pareil, un peu traumatisé de la première boîte. La première boîte, c'était tout l'inverse. On était incubé chez The Family, c'était trop bien. Super expérience et tout. Ouais, c'était super cool. Mais c'était en mode grosse start-up française, on est chez The Family, on cherche à lever, on va avoir plein de VC, etc. Super bonne expérience, je crache pas du tout dessus, mais c'était vraiment dans ce mindset-là. Et pareil, boîte qui veut révolutionner beaucoup de choses, grosse vision, etc. Roadmap sur 5 ans, enfin, voilà. Et en fait, pareil, un peu traumatisé de ça, dans ma attends, soit dans 5 ans, on n'a pas réussi à lever des fonds, etc., etc. Bah là, j'ai voulu être beaucoup plus humble, entre guillemets, me dire, je pars bootstrappé, je suis tout seul, je maîtrise ce que je fais, je grossis petit à petit. C'est pas forcément une meilleure approche, mais en tout cas, c'est ça qui me sécurisait par rapport au traumatisme que j'ai eu. C'est une croissance plus maîtrisable, finalement. Et un peu plus saine, je trouve aussi. Et puis, il y a quand même eu le Covid. Nous, on était en voie de levée. Puis le Covid est arrivé, tout a été gelé. Après le Covid, on n'avait plus le momentum. Donc, pareil, cette boîte-là, tu vois, je me disais, c'est pas impossible de lever, mais c'est quand même plus compliqué. Il faut encore plus montrer patte blanche. Enfin, bref. Donc, je me dis, bon, je pars sur un bootstrap. En plus, faire un SaaS dans la tech quand t'es dev, t'as pas vraiment besoin de fonds, tu vois, en soi. T'as pas besoin de payer un dev, t'as pas besoin de. Donc, tu peux faire tranquillement. Donc, t'as besoin de temps, par contre. T'as besoin de temps. C'est ça. Ouais. Et c'est là ma principale difficulté, on va dire, sur le projet et les problématiques que j'ai eues, c'est arbitrer mon temps. Forcément, tu devs le produit, tu fais pas du tout de market. Quand tu commences à faire un peu de market, tu passes moins de temps sur dev le produit, et arbitrer son temps en permanence, c'est super compliqué. Même si j'essaie d'avoir un produit hyper simple, même si j'essaie d'appliquer vachement des concepts de Lean Startup, de me dire je fais pas de fonctionnalités qui servent à rien, je challenge vachement à me faire. Donc déjà, tu tombes toujours un peu dans les biais, dans les pièges, de te dire bon, je vais rajouter ça, même si c'est un tout petit peu, puis en fait ça prend beaucoup plus de temps que prévu, puis ça a des conséquences et tout, ça c'est toujours plus compliqué que ce que tu t'imagines. Mais même si j'essaie d'éviter ça, en fait c'est super compliqué de réussir à arbitrer son temps. Et donc du coup, je dirais première difficulté, c'était à la fois de build le MVP, faire un produit qui tourne, et en même temps aller faire sa phase de user research, donc vraiment identifier au-delà des prestats que j'ai pu faire, des clients que j'avais historiques, essayer de trouver d'autres clients, d'autres use cases, d'autres cas limites, essayer de trouver les premiers bêta-testeurs, essayer de prendre tous leurs retours, les capitaliser, commencer à faire des feedbacks, tout ça. Réaméliorer finalement le produit en fonction du feedback, donc exactement. Et au moins avoir, ça c'était l'objectif au début, dans les 4 premiers mois, avoir vraiment ce MVP-là, de me dire ça c'est suffisamment qualitatif pour que, enfin en tout cas en termes de valeur, pour que je puisse le vendre et que des gens l'achètent. Cette première phase qui est, c'est vraiment la première marche qu'il faut réussir à passer. Et cette phase-là, forcément, tu dois développer le pied. En même temps, ça prend quand même ça prend pas mal de temps de faire de la pros pour contacter des gens pour leur proposer le produit, même gratuitement, pour après prendre leur feedback, leur expliquer. Et puis au début, forcément, le produit, il a des bugs, l'interface, elle est pas ouf, donc ça prend du temps d'expliquer comment ça marche, ça prend du temps d'expliquer pourquoi il y a un problème. Donc c'est vraiment pas évident, quoi. Heureusement, franchement, j'ai eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens de mon réseau que j'ai rencontrés grâce à ça, quand même pas d'avant, mais grâce à ça via les démos, qui m'ont ouvert leur réseau, qui m'ont donné plein de feedback. Franchement, il y avait et puis même encore maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand même là-dedans, et ça c'est cool. Intéressant. Je pense que quand les gens voient que tu essaies de faire un truc, quand toi tu donnes, quand ils voient que tu fais un produit qui est cool dans le sens qui rend service aux gens, que tu es bienveillant, que tu essaies de vraiment faire ça, pas pour les arnaquer, pour machin ou quoi que ce soit, les gens en vrai ils donnent, ils sont prêts à te faire des intros, ils sont prêts à te faire des feedbacks, ils sont prêts à prendre 1 heure pour te donner quelques conseils, parce que pareil, les founders SaaS français, globalement, enfin j'ai parlé avec beaucoup d'eux, ils sont super cool, ils te donnent plein de tips, plus ou moins tous passés par là.
Et ça, c'était, dans cette période, c'était important, surtout en tant que preneur, encore une fois. Donc, ouais, principale difficulté, c'était ça. C'était gestion du temps et la phase de prod. Surtout que moi, j'ai quand même plus une ADN de dev que de sales à la base. Donc, forcément, j'ai tendance à tendre vers le dev plutôt que vers le sales. Et il faut toujours arbitrer les deux. Et à choisir, il faudrait même faire plus de sales que du dev. Parce qu'il vaut mieux vendre ce que t'as pas encore que l'inverse. Donc, ouais, ça, c'était principale difficulté, on va dire. Et là, cette phase-là de difficulté, elle est passée ou ça fait combien de temps que là, ouais, elle est passée. Globalement, on va dire que ça fait à peu près 1 an que je suis sur le projet, même si j'ai en tête depuis plus longtemps et que l'algo, la tech et tout que j'ai poncé au travers de mes missions de presta et pour moi-même, ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans que je suis dessus, on va dire. D'accord. Mais ça fait vraiment 1 an que je me dis, allez, cette fois, je lance le SaaS, il faut que ça devienne mon principal projet et à côté, je fais de la presta, donc j'en dis pas. Mais ouais, ça va faire 1 an. Et donc, du coup, cette phase-là, elle a pris à peu près 6 mois, on va dire, les 6 premiers mois, je pense, jusqu'à mai-juin. Il n'y a pas une date jalon, mais j'ai eu ma première salve d'utilisateurs, de bêta utilisateurs gratuits, on va dire en mars-juin, par là, pour tester le produit pendant 3-4 mois. J'ai pas mal de retours. Des premiers clients payants aussi là-dedans, avec des forfaits très peu chers au début, mais pour au moins, pareil, traumatisé de mon autre startup où les gens utilisaient le produit gratuitement et ils disaient pas de souci, je suis prêt à payer, puis qu'ils mettent jamais la carte. Donc là, je me dis non, surtout pas, même si c'est pas cher, ils mettent la carte, au moins il y a une vraie preuve de machin, d'engagement. En direct, en démo, tu faisais ça du coup, parce que tu vois, ils peuvent te dire après, oui, mais c'était attends, j'essaie de me rappeler. Ouais, c'était démo pour montrer comment ça marche. Donc j'essaie de leur demander en amont une liste qu'ils avaient pour que ça marche sur leur vraie lead et qu'ils repartent avec une liste de leads enrichie, comme ça personne perd son temps et tout le monde est content. Et puis tu vois l'efficacité sur ta vraie liste à toi. Tu as quand même un taux qui peut varier en fonction de ce que tu sources, etc. Donc j'essaie de leur enrichir leur liste en live. Et après, en général, ils déroulent leur semaine avec cette liste-là. Et derrière, quand ils voient qu'ils ont 85-90%, que ça a bien marché, ils disent ouais, go, je suis prêt. Et à ce moment-là, tu dis ok, on part sur j'ai une offre de lancement, est-ce que tu es prêt à me soutenir? C'est pas très cher, c'est tant par mois, t'es prêt? Ouais, vas-y, pas de souci. Enfin, ou pas. Mais en général, quand la valeur est là, ok, on y va. Et si là, de toute façon, ils disent non, c'est que ça sent pas bon. Là, c'est à ce moment, faut pas avoir peur de le demander, parce que s'ils disent non, c'est que soit ils voient pas la valeur et soit ils te font perdre du temps, ils veulent le beurre sans l'argent du beurre, justement. Soit ils voient pas suffisamment la valeur et quand il faut mettre la carte, même si c'est pas cher, ils sont pas prêts à la mettre. Parce que, j'en sais rien, parce qu'ils veulent que des outils gratuits. T'as beaucoup de gens aussi c'est pas un défaut, mais t'as des gens qui sont prêts à faire plein de démos pour avoir des outils gratuits et qui veulent jamais passer à la carte. Et en soi, why not? Mais quand toi, t'es vendeur de ça, il faut que tu les écrèmes assez vite pour pas perdre du temps dans le process avec ça. Et du coup, voilà, c'est le bon jalon. Et ceux qui disent non, c'est pas grave. De toute façon, ça sera jamais tes clients, donc c'est pas grave, tu restes en bon terme et tout. Mais ils t'ont faire avancer sur le produit, t'as fait une démo, ils t'ont challengé, ils t'ont mis des objections par rapport à leur business, donc c'est intéressant. Mais s'ils passent pas client, vaut mieux le savoir maintenant que rester encore 1 an à espérer qu'un jour ils convertissent alors que ce sera pas le cas. Donc, du coup, se concentrer vraiment sur les bonnes personnes, tu dirais, et finalement, au début, ne pas avoir peur de mettre un peu les mains partout en lancement, organiser correctement son temps malgré les multitudes de tâches à faire, mais se concentrer vraiment sur le 80-20 et analyser au mieux le feedback pour derrière avoir ce produit. Après, ce qui est super dur dans cette phase-là, c'est que tu vas parler tu vas faire 10 démos. 10 démos, ça reste pas un nombre énorme. Et du coup, tu risques d'avoir une variance sur les retours qui est énorme. T'en as un, il va te demander telle fonctionnalité. T'en as un, il a un case très précis. T'en as un, il a ça, il a ça. Et avec 10 démos, ce qui à la fois, au tout début, c'est beaucoup. C'est avoir 10 personnes. Pour avoir 10 démos, c'est-à-dire que tu as peut-être contacté 100, 10 qui acceptent de faire la démo, de faire un produit, qui trouvent de la valeur, qui échangent avec toi. Donc, c'est déjà, au tout début, c'est déjà beaucoup. Et tu peux te retrouver avec une variance assez énorme et te dire, bon, maintenant que j'ai ces retours, je fais quoi? Parce que c'est quoi ce qui est représentatif, quoi? Et donc là, comment tu t'y prends? C'est comment tu es aligné avec le produit avec ta vision du produit fini comment tu. C'est vrai qu'il y a plusieurs feedbacks différents. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a déjà toi ce que tu veux absolument pas faire. Enfin, déjà par rapport à ta vision, par rapport à ça peut être par rapport à ton éthique, par rapport à ce que tu as envie de faire, pas faire juste au quotidien, travailler dans tel domaine ou dans tel vertical ou quoi que ce soit. Donc déjà tu peux te mettre des stops directs par rapport à certaines demandes.
même si elles sont légitimes et que tu pourrais faire du business, tu peux avoir des raisons de dire non. Ouais. Après, ce qui est pas évident, t'es quand même en phase de user research, t'es en phase de je veux trouver un product market fit, donc c'est pas toi qui as la vérité. Il faut quand même vraiment faire un produit qui plaît à tes clients. Et là, il faut arbitrer en me dire bon bah, est-ce que voilà, par exemple, moi dans mon cas, quand j'allais contacter des profils plutôt sales, ils voulaient beaucoup la fonctionnalité numéro de téléphone parce qu'eux ils sont très habitués au téléphone, cold mailing, etc. Enfin cold calling. Quand j'allais contacter des profils plutôt grosses, qui eux font de la génération de listes et qui sont pas directement à aller contacter les gens, ou qui font juste du cold mailing et après ils ont de toute façon des sales qui font du cold calling, eux ils étaient à fond sur le mail. Et donc quand ça paraît deux catégories de population assez évidentes, mais des fois la frontière est plus floue, en plus en fonction de la taille de boîte, bah t'as des gens qui ont une double casquette ou pas. Et donc je me retrouve avec des retours où t'en as plein qui demandent le numéro de téléphone, puis à côté t'en as plein qui disent moi le téléphone je m'en fous, mais je veux avoir 5 enrichisseurs de plus dans les sources possibles parce que je vais aller plus loin là-dessus. Deux trucs qui sont complémentaires, mais qui en termes de dev t'emmènent vers deux chemins complètement opposés. Et là aussi, bah, il faut réussir à prendre du recul, à dire, OK, analyser un peu le profil des gens, te dire, OK. Donc, si je prends ce parti pris, je vais plutôt m'adresser à des grosses. Est-ce que le vivier est suffisamment grand? Est-ce que je vais faire de la user research encore sur ce type de profil pour voir si vraiment ils ont besoin de plus d'enrichisseurs? Ou à l'inverse, tu dis, bon, OK, je vais contacter plus de sales pour voir ça, pour les numéros. Et après, en fait, tu as un peu des ordres de décision qui se dessinent de manière plus ou moins claire, que tu choisis plus ou moins volontairement, parce que si tu as plein de biais, ça dépend de ton réseau, ça dépend de là où tu as plus d'affection. Moi, je viens plus du gros, donc j'ai plus facilement tendance à parler avec des grosses, je connais plus leurs besoins, leurs machins. Les sales, moi, je connais quand même moins ce côté-là, ou je connaissais en tout cas moins ce côté. Donc, j'ai une appétence pour plus aller de ce côté-là, mais de toute façon, c'est pareil, c'est comme le principe d'avoir une idée de boîte, quand tu l'exécutes, tu peux la faire de 150 manières différentes, et si tu as 149 fois, ça va rien donner. Donc, après, c'est aussi des parties pris volontaires ou non, et essayer d'arbitrer au mieux. Et après, souvent, ce qui tranche aussi, c'est la carte. Tu mets, tu dis, bah, si j'ai cette fonctionnalité, est-ce que c'est la seule qui te manque? Est-ce que tu es prêt à payer s'il n'y a pas cette fonctionnalité? Oui, non. OK, bah, si je la développe pendant 2 jours, là, tu mets ta carte. Et là, quand ça commence un peu à avoir la voix tremblante, tu dis, bon, bah, peut-être qu'elle est pas cyclée, que c'était une objection qui était un petit peu sur le moment, mais qui, de toute façon, fait pas la différence. Ça permet aussi de trier, quoi. D'accord. Et puis après, il y a donc aussi, hein. Ouais, pardon, vas-y. Non, mais du coup, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, prendre le feedback, prendre du recul et pas prendre des décisions finalement trop rapides, mais plus prendre de la hauteur sur les retours finalement. Ouais. Après, dit comme ça paraît. Ça paraît simple et ça paraît genre, c'est hyper structuré. J'ai un fichier hyper clair où j'ai eu tel retour, je lui mets telle pondération, tac, tac. Enfin, genre, ça paraît simple. En vrai, c'est comme un peu l'anarchie. Enfin, l'anarchie, non, mais voilà, t'as toujours des retours, t'as toujours des trucs, t'as toujours des. Et ouais, l'arbitrage, des fois, il est pas simple. Surtout quand t'es seul, surtout quand t'es le nez dans le guidon, surtout quand t'as tes propres biais, comme tu disais, par rapport à ce que tu fais, ce que tu connais. Donc, c'est jamais aussi clair. Mais en tout cas, il faut essayer de tendre vers ça. Après, c'est toute la technique de Lean Startup, trouver ton MVP et faire des user feedback, faire des loops d'itération entre tu fais une action, tu prends les retours, tu prends tes décisions, etc. Mais ouais, puis t'es en permanence dans cette phase là, même si le produit est plus mature maintenant, ça fait 1 an, j'ai des ICP plus précis, enfin voilà, c'est beaucoup plus clair qu'il y a 1 an, mais malgré ça, bah déjà je peux toujours ouvrir des nouvelles features qui vont m'ouvrir de nouvelles perspectives, ou même sur les features actuelles, bah même si elles sont plus raffinées qu'à l'époque et plus claires, bah t'as quand même toujours des possibilités d'évolution. Et t'es en permanence en train de te dire, bon, est-ce que ça vaut le coup que je rajoute ça? Oui, non. Voilà, quelle part de marché je vais gagner si je fais ça ou si je fais pas ça? Bah après, je pense que c'est propre au développement d'un produit ou d'un service. C'est toujours dans cette hypothèse-là. En perpétuelle évolution, J'imagine que toi aussi, sur l'agence. Les process, comment passer moins de temps, mais privilégier la qualité quand même. Ouais, c'est ça. Après, comment apporter plus de résultats? Donc après, tu décortiques un peu la roadmap. Ah oui, c'est peut-être là. Ouais, effectivement, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, finalement, on s'ennuie jamais. Et, tu vois, c'est un peu pour ça que. Mais c'est cool. Surtout que quand ça fonctionne, ta petite modif, ça plaît. Il y a du résultat et tout. Tu te dis, ah ouais, ok, j'ai bien fait. Quand c'est l'inverse, tu te dis, bon, je vais retourner un peu à ce qui a été fait. Et à l'inverse, ce qui est dur aussi, c'est que j'ai des users, même des fois des grosses boîtes, donc c'est encore plus frustrant, qui font des tests et qui voient telle limite au produit parce qu'elles sont dans un secteur particulier, parce qu'elles l'utilisent de telle manière et qui disent trop bien, il me manque cette fonctionnalité pour continuer, pour l'utiliser en prod. Et là, surtout au début, tu as un biais, tu dis, bon, est-ce que je fais cette feature-là et je signe ce client qui est ouf, qui est un gros client, enfin, qui va faire un gros volume et qui fait un beau logo aussi? Ou est-ce que tu dis, bon,
ça reste du défocus parce que peut-être que ça sert qu'à ce client-là. L'arbitrage, il y a aussi ce cas-là, quoi. Et le mot faux et le côté de te dire, bon, bah, non, tant pis, je le mets en stand-by, j'essaierai de le relancer dans 6 mois quand la feature, elle sera là, mais c'est pas la priorité, au risque de le perdre, au risque de tout ça. Au début, c'est jamais évident, mais au début, ça l'est encore moins, quoi. Ouais, c'est un vrai dilemme, ouais. Là, c'est ouais. Et du coup, là, parce que là aujourd'hui, les utilisateurs de Better Contact viennent, on est d'accord, avec des fichiers de prospects. Donc, il y a aussi cette base-là qui doit être maîtrisée de leur côté pour utiliser le plein potentiel de l'outil. Est-ce que toi, tu vois des erreurs et est-ce que tu aurais des conseils déjà sur la création d'une base de données avant même d'utiliser un outil d'enrichissement? Parce que c'est la base finalement de… Ouais. Tu mets le doigt sur un point super important. Ça, c'est vraiment, et c'est ce dont je me suis rendu compte aussi en étant dans cette position, c'est que tu te rends compte que tu as des fichiers d'entrée, mais tu as une hétérogénéité, tu as des gens très matures sur le sujet, mais tu as des fois des gens qui ne le sont pas du tout, et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas été formés sur ce sujet-là, ils n'ont pas de recul. Une phase d'éducation ou Exactement. Un peu de… Et ça, c'est vrai que quand tu arrives au milieu de la chaîne, en tant que logiciel, bah, tu es un peu tributaire de ça. Alors après, c'est pareil, c'est comment t'adresses ça? Est-ce que tu les formes? Est-ce que au début, quand tu as beaucoup de clients, bah, tu peux faire un petit call et tu leur expliques et tu leur dis ouais, mais fais ça comme ça. Puis après, tu commences à un peu vouloir automatiser ça, donc tu fais des ressources pour que tu le renvoies quand le fichier est pas bon et tu leur dis bah faut plutôt passer comme ça, comme ça. Moi, en vrai, là-dessus, et effectivement, ça a un impact énorme. Quand tu enrichis mal ou avec le mauvais logiciel ou que ton fichier n'est pas propre. Bah, déjà, quand ton fichier n'est pas propre, il est mal formaté, par exemple. Bah, déjà, toi, moi, quand je reçois le fichier, ça me fait gérer plein de trucs. Soit j'essaie de le recompiler, le remettre droit, etc. Mais c'est un coût en plus qui est pas forcément le mien, mais ça augmente la valeur de mon produit parce qu'on peut dire que tu peux envoyer des fichiers plus pourris, entre guillemets. Et ça, je m'en occupe. En même temps, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, si tu as plein de clients qui n'y arrivent pas, bah, t'es bien obligé. La gestion entre les deux, elle est pas évidente. Et du coup, là-dessus, bah, moi, comment j'adresse ça? Soit, bon, je les conseille un petit peu sur comment faire l'extraction. J'essaie de comprendre comment ils font, en fait, et quel logiciel ils utilisent. Et après, je leur recommande d'utiliser un logiciel ou un autre. Moi, par exemple, j'adore sourcer avec Evaboot. Je trouve qu'il est vraiment bien, que c'est super cool ce qu'ils font, que tu as de la donnée vraiment quali, que il te donne encore plus d'infos que si tu fais juste un Phantom Buster, par exemple, ce qui va aller chercher le domaine des entreprises, choses comme ça qui sont importantes pour nous. Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le process, c'est que généralement on va sourcer des prospects ou des boîtes avec Sales Navigator. On va les envoyer par exemple sur un outil comme Evaboot qui va trier correctement par rapport à votre recherche, parce que des fois on va mettre CEO mais on va avoir le directeur marketing dans le tas, etc. Donc c'est pas du tout la cible. Et Evabot même va modifier les noms, va améliorer ça, va virer… nettoyer beaucoup de choses, même. Ouais, ça fait gagner un temps fou, ouais. Et du coup, tu passerais par ça, tu conseilles de passer par ça à l'après Sales Navigator, par exemple? Ouais. Moi, perso, si vous voulez pas vous prendre la tête, le truc le plus efficace, alors il y a moyen de faire moins cher, pareil, on regardera les pricing, mais par exemple, Phantom Buster, qui est qui est le logiciel de base pour extraire le plus connu, il y a Captain Data aussi, mais Phantom Buster qui est comme vraiment le mastodonte dans le secteur. Lui, c'est vraiment un robot, entre guillemets, avec moins d'intelligence, qui va juste exécuter l'extraction à votre place et qui va passer d'une liste Sales Navigator à un fichier Excel avec toutes les lignes extraites. Mais lui, il va prendre, il va extraire. Et comme vous recopieriez à la main, ou vous prendrez un freelance qui recopiera à la main et qui remplira dans un Excel. Il va juste faire ça. Donc c'est déjà très bien. Mais il n'y a pas la couche d'intelligence en plus. Là où un Evaboot, en plus d'extraire, comme tu disais Antoine, va faire des checks sur les filtres, va nettoyer les noms, les prénoms, enlever les emojis, vérifier que les noms prénoms sont pas inversés, aller chercher des infos complémentaires sans trop rentrer dans les détails. Mais en gros, quand on scrape un profil sur LinkedIn, on a le nom de l'entreprise pour qui il bosse parce que c'est affiché sur son profil. Mais on n'a pas le domaine, le site web de l'entreprise. Parce que ça, c'est pas présent sur la fiche prospect de LinkedIn, c'est présent sur la fiche entreprise du prospect. Enfin, pour qui le client. Faut rentrer sur le profil, cliquer sur compagnie page, et avoir le truc. Et ça, Phantom Buster, c'est possible. Il faut faire 2 fantômes, donc peu de monde le fait ou peu de monde le connaît, etc. Ou alors, il faut utiliser un fantôme particulier. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Ça, là, proprement, il va faire ça, il va récupérer plus d'infos, etc. Et donc, moi, en tant que logiciel d'enrichissement, quand j'ai un fichier qui vient d'Evaboot
par exemple, bah, je sais que je vais avoir des meilleurs taux parce que j'ai plus d'infos, j'ai de l'info qui est nettoyée, qui est plus quali. Et donc, par défaut, j'ai tendance à recommander pour des utilisateurs qui ont des fichiers un peu sales parce qu'ils n'ont pas un process très opti, passez par EvaBoot, vous vous embêtez pas. En un clic, vous extrayez votre liste, vous avez une liste qui est super propre, vous la poussez dans Better Contact et c'est. Donc, ouais, j'aurais tendance à recommander ça. Après, sinon, Phantom Buster fait le travail, techniquement, il marche bien. Et il est, enfin, avec le plan gratuit, il y a possibilité de payer moins cher que EvaBoot. Mais voilà, c'est un fichier qui est un peu moins quali, même s'il reste quand même bien. Et après, il y a aussi d'autres alternatives. Enfin, pareil, c'est un milieu qui bouge pas mal, donc elles sont des alternatives qui arrivent. Mais et puis après, il y a aussi si vous faites pas une extraction depuis CS Navigator, si vous scrapez avec un logiciel comme WebScraper ou autre depuis un annuaire, voilà, c'est pareil, on peut avoir de la donnée qui est pas forcément quali parce que le site il est pas hyper propre et du coup quand vous avez fait le robot qui va scraper, il y a plein de possibilités. Hein. La source, ça peut être assez hétérogène, quoi. Ok, ouais, non mais je suis aligné parce que c'est vrai que des fois on peut attendre beaucoup d'un outil d'enrichissement de données pour avoir un maximum de coordonnées dans son fichier, mais la base de la base c'est le sourcing, c'est de savoir qui est mon ICP, mon persona, mais ça va plus loin que dire ok je veux juste admettons des boîtes dans l'immobilier, ok mais tu veux qui dedans, ok quelle taille, le CA si c'est publié ou pas, mais c'est vrai qu'il y a cette phase-là de réflexion déjà de connaître son offre, qui est ce que j'ai à proposer, de connaître correctement sa cible, d'aller sourcer. Sales Navigator fonctionne très bien, ou même les pages jaunes, etc. Même Google Maps, vous pouvez très facilement scraper et après trouver les personnes dedans. Mais avant même de l'enrichir, le fichier, effectivement, c'est les bases à maîtriser. Pour revenir sur ce que tu dis, c'est super important en fait. À la base, moi, l'essence, c'est un peu pour ça que j'ai travaillé sur ce genre de mission et que j'ai voulu faire Better Contact. C'est surtout pour avoir un bon taux d'enrichissement, pour perdre aucun contact quand tu as une cible précise. Parce que quand tu scrapes un peu comme un cochon et que tu récupères 1000 personnes pas très ciblées, en soi, que tu aies 75% d'enrichissement ou 88%, bon, ok, tu récupères 13 personnes en plus, dans mon exemple. Mais sur 1000, bon, enfin 130, bref, c'est moins, ça a de la valeur. Mais de toute façon, tu fais du volume, tu réfléchis pas trop. Par contre, quand tu vas vraiment travailler correctement, que tu as une cible très précise, que tu te retrouves avec une liste de 100 personnes absolument à avoir, là, et qu'elles sont très très précises, et que surtout si tu as des high tickets, donc chaque client converti va te ramener beaucoup d'argent, là, passer de 70 personnes à 88, c'est super important pour toi. Et là, tu as une vraie valeur à avoir un enrichissement complet. Allez, une personne trouvée en plus, c'est pas négligeable. Et donc, c'est peut-être un deal de gagner. Exactement. Donc, c'est aussi pour ça, moi, j'aurais tendance, donc pour revenir sur ce que tu disais, à vraiment bien travailler. De toute façon, franchement, en 2023, sur du code mailing, c'est vraiment important de bien travailler son ICP, de bien travailler, d'avoir des gens précis. Alors après, vous pouvez toucher beaucoup de personnes avec le même produit, c'est pas la question. Mais par contre, faire des listes précises et surtout dérouler des campagnes d'outreach avec un copywriting précis, ça, en 2023, c'est obligatoire. Effectivement, même si vous êtes dans l'immobilier, enfin, vous visez des gens dans l'immobilier, pouvoir réaffiner par type d'agence, si c'est plutôt des agences de vente, des agences de location-vente, des agences qui font tant de CA, des agences qui font du neuf, pas du neuf, pour affiner comme ça, et après avoir un discours très adapté à ce qu'elles font, commencer à parler de location à des gens qui font que de la transac, donc que de la vente, direct, vous les perdez le writing. Donc ça vaut le coup de les affiner, d'être très précis sur cette partie-là, et du coup après d'avoir un bon outil d'enrichissement pour pas perdre la moitié d'une liste qui est déjà pas grosse. Donc c'était plus dans ce sens-là, dans le sens ok, ma liste n'est pas grosse, mais c'est fait exprès pour être très ciblé, autant pas en perdre la moitié parce que j'enrichis mal ou j'enrichis peu, et derrière dérouler. Mais je te rejoins complètement, c'est super important d'être le plus propre possible là-dessus, quoi. Et pareil, du coup, avec EvaBoot, qui te re-cible, qui te recheck les filtres, etc. Si vous le refaites pas manuellement, dans SalesNav, faites très attention. Au moins, si vous n'utilisez pas EvaBoot, faites un check à la main, parce que très rapidement, vous avez des résultats qui n'ont rien à voir avec le truc. Alors, je sais pas si les index sur d'anciennes expériences, pour faire plus de résultats ou quoi que ce soit, mais c'est très fréquent que, comme tu dis, tu tapes CEO, les 3 premières pages, tu as les CEO, mais quand tu vas à la page 20, tu trouves des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Ah non, mais clairement. Et, mais en plus, tu vois, c'est là où je trouve que nous, on le voit souvent en mission ou même en consulting, que en fait, on peut se perdre dans l'automatisation en se disant, OK, j'ai fait ma recherche, j'ai tant de résultats. Je m'embête pas, j'ai pas envie de perdre de temps, je vais scraper et je vais l'enrichir et une heure après, j'ai un fichier avec X prospects. Mais pareil, on prend pas le temps, on l'importe sur un outil de prospection, on fait son copywriting et basta.
Mais du coup, là où c'est intéressant de vraiment travailler sa cible et de vraiment décortiquer, typiquement n'importe quelle niche, mais par exemple des marques e-commerce en France qui ne font pas de publicité sur Facebook. On a pris le temps de se dire, OK, moi, je vais taper ces boîtes-là ou qui n'ont pas de pixels ou admettons, mais peu importe, vraiment prendre le temps d'avoir le fichier, quitte à avoir moins de monde. Mais en fait, indirectement, ça va jouer sur le copywriting, par exemple en cold email, parce que on a tellement bien segmenté qu'en fait, on n'a même pas finalement besoin de faire des icebreakers ou des choses comme ça, parce que le copywriting est adapté que pour une typologie de boîtes. Et en fait, ça ressent. Ah ouais, c'est lié en fait, carrément. De toute façon, c'est une grande chaîne, hein, du sourcing jusqu'à la fin de outreach. Tout est lié, c'est un funnel et t'as tes pourcentages de churn à chaque étape et ça sert à rien d'arriver à 90% de complétion de ton sourcing jusqu'à ton lem list et à la fin passer à 1% de conversion parce que t'as tapé trop grand. Voilà, il faut regarder le truc dans son globalité, clairement. Complètement, ouais. Et du coup, sur cette partie-là, est-ce que, par exemple, la partie copywriting, si, admettons, on vient avec une approche de prospection par email, par exemple, ou sur du LinkedIn, est-ce que tu as des petits conseils sur ça pour pas trop arriver avec une approche moi je, mais plus apporter de la valeur, créer la curiosité. Ouais. En vrai, ça peut être des trucs assez classiques, mais s'il n'y a pas de secret, quand c'est bien exécuté, ça marche bien. Déjà, comme on vient de le dire, bien ciblé. Parce que alors ça, si c'est pas ciblé, en fait, quoi que vous fassiez en copywriting, en approche et quoi que ce soit, c'est déjà si 9 fois sur 10, vous tapez à côté de vraiment ce dont la personne a besoin, vous n'arriverez jamais à rien lui vendre. Donc c'est vraiment la base. Après, une fois que ça c'est dit, le premier truc à garder en tête, c'est évidemment pas parler que de soi. Moi, un truc qu'on m'avait dit il y a longtemps et que j'aime bien me remémorer en tête, c'est imaginer vraiment les réseaux sociaux, enfin, l'outreach, que ce soit du mail, du LinkedIn, etc., comme soit un salon pro ou même quand vous êtes dans un bar avec des nouvelles personnes, vous n'arrivez pas en vous mettant debout sur la table. Ouais, salut, moi je fais ça, je suis ça. C'est une situation qui socialement n'est pas acceptable et n'est pas acceptée. Et vous feriez pas des potes ou des clients ou un réseau comme ça, et vous feriez jeter en se disant mais c'est qui ce mec? En fait, derrière un écran, on s'en rend moins compte, mais c'est la même chose. Il faut créer du lien, il faut montrer, pas forcément parler que de soi, il faut montrer en quoi toi tu peux apporter au client, au réseau, quoi que ce soit, et inversement. Donc, faut quand même garder cet esprit-là en tête quand on fait son copywriting. Et après, de manière très concrète, si tu as un groupe très ciblé avec des traits de caractéristiques et des problématiques qui reviennent, très claires, qui reviennent et qui sont très claires et très établies, et en fait, le copywriting, il vient assez naturellement parce que c'est pas à ce moment-là où tu te poses la question en fait, le mauvais copywriting, c'est tu fais tout ton boulot, tu arrives au moment d'écrire ton mail, tu dis bon, alors qu'est-ce que je peux leur dire? Ok, c'est quoi leur problème? C'est ça, donc je vais leur parler de ça, je vais leur parler de ça. En fait, ces problématiques-là, tu devrais te les poser au moment où tu fais ton sourcing. Bah oui. Et si tu te les poses au moment de ton sourcing, si tu te les poses au moment de ton sourcing, ton copywriting, il est déjà prêt dans ta tête. Tu dis, OK, j'ai ciblé comme tu disais, on va prendre ton exemple, les e-commerçants qui font pas de la pub sur Facebook. Pourquoi j'ai pensé à ce sourcing-là? C'est parce que très probablement, je vois une solution de pub ou je suis une agence de pub et je vais les convertir là-dessus. Donc, en fait, le message, il est déjà clair. Tu sais déjà la proposition que tu veux leur apporter. Alors après, il faut réfléchir à comment l'écrire. Il faut réfléchir à avant d'apporter la solution, quelle est la problématique qu'ils ont et leur montrer que c'est une problématique pour qu'ils aient envie d'acheter la solution. Ça, c'est bon. Après, c'est du copywriting, du plus marketing, mais il y a quand même ce côté-là, leur montrer quand même ce qui va pas pour leur apporter la solution derrière. Mais en vrai, au moment du copywriting, tu es quand même déjà censé savoir à qui tu parles et comment tu leur parles et surtout quelle est la fonctionnalité de ton produit ou de ton service qui rend de la valeur à cette cible-là. Je suis hyper aligné parce que c'est exactement ça en fait. En fait, quitte à apprendre à ouvrir une page sur Notion ou une feuille blanche, c'est OK, bon, là, on va taper telle verticale parce que peut-être qu'il y a eu du feedback ou même parce qu'on part de zéro, mais vraiment, prendre le temps de quelle est leur situation actuelle, quelle est potentiellement leur situation désirée si on n'a jamais échangé avec cette cible-là. Donc, problème, solution un peu à ça, là, normalement, de A à B, c'est ta solution. Et le bénéfice à cette solution-là, Et après, se dire, bon, allez, c'est parti, je vais aller taper ces personnes-là. Nous, typiquement, sur l'agence, notre principale cible, par exemple, ça peut être souvent le pôle vente, les directeurs de vente, etc. Parce que des fois,
en fait, il y a un objectif de performance pour les vendeurs. Du coup, on se dit, OK, peut-être que voilà, leurs vendeurs passent beaucoup trop de temps sur des tâches chronophages, ils sont pas assez focus sur la vente, ils passent beaucoup trop de temps sur l'avant-vente finalement. Et c'est là où tu peux tirer ton épingle du jeu, ouais. Mais je suis aligné, ouais. Bah, pour revenir sur ce que je disais quand j'ai construit Better Contact, mais c'est un peu lié. Ça dépend où vous en êtes en termes de maturité sur le process. Si vous avez déjà une routine, un script qui tourne très bien et que vous savez, là, après, c'est juste de la génération de contacts, bah, vous avez déjà votre copywriting. Mais quand vous êtes en phase de recherche de copywriting, ce qui est un peu plus le cas de ce dont on parle là, ou parce que vous êtes sur une nouvelle verticale ou parce que vous avez un nouveau produit service, faut pas hésiter non plus au début à soit faire des phases de user research, vraiment juste demander des rendez-vous pour discuter avec les gens et comprendre, enfin un prétexte, surtout si des gens en place, c'est pour pas leur faire perdre leur temps, mais comprendre leurs vraies problématiques, parce que tant que vous l'avez pas compris, vous allez taper statistiquement quasiment toujours à côté, donc vraiment comprendre ce qui coince, et ou quand vous faites vos premières campagnes, ayez pas des appels à l'action qui sont trop importants. Au début, soyez humble et demandez surtout un call ou demandez quelque chose. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est ton métier plus que le mien maintenant, même si j'en ai fait avant. Mais faut déjà comprendre qu'il y a la problématique. Parce que si vous essayez de vendre un produit fini ou un service fini très précis sur quelque chose que vous connaissez pas, une verticale que vous connaissez pas, vous avez toutes les chances de taper à côté et que la personne ne vous réponde même jamais. Et vous apprendrez rien, en fait. C'est le pire, en fait. C'est que dans la prochaine itération, vous n'aurez pas eu de réponse et vous apprendrez rien. Vous savez que bon, ça marche pas, mais vous savez pas pourquoi. Complètement. Je suis hyper aligné parce que nous, c'est exactement comme ça qu'on fait au tout début quand on teste une nouvelle cible ou quoi. C'est vraiment, on donne avant de recevoir, réciprocité. Et le premier mail, par exemple, on envoie full valeur. Mais on n'attend pas grand chose en échange, tu vois. Par exemple, on avait testé une séquence qui avait bien marché. C'était une vidéo dans notre mail, mais une vidéo avec énormément de valeur. La personne clique et derrière, bah là, il y a un lien Calendly si elle trouve ça pertinent ou quoi. Mais déjà, c'est beaucoup de remerciements. Merci beaucoup pour votre mail, super intéressant, etc. Et les gens naturellement reviennent des fois, ou même faire une petite question ouverte, créer un peu la discussion, l'échange. Être plus détaché de la vente, cette partie-là, pour décortiquer. Et après, on est exactement, je suis 100% aligné, on est exactement dans ce que je racontais avec mon parallèle avec quand tu rentres dans un bar. Tu commences à donner de la valeur, tu commences à toi donner ce que tu peux apporter au groupe. Et après, les gens déjà te voient comme l'expert, en tout cas de ce sujet-là, te remercient et ont envie d'en savoir plus. Enfin, en tout cas, s'ils sont intéressés, ils ont envie d'en savoir plus. Aussi, l'intérêt de ça, d'apporter de la valeur là-dessus, si tu fais une vidéo sur un sujet très précis, si les gens ont cette problématique ou s'ils identifient que c'est une problématique pour eux et qu'ils pourraient avoir du levier grâce à toi, ils vont revenir vers toi. Et ceux qui ne reviennent pas vers toi, a priori, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Bon, après, ça dépend comment tu as développé et tout. Donc, de toute façon, ces personnes-là qui n'ont pas besoin, soit parce qu'elles ont déjà résolu le problème, soit parce qu'elles l'ont pas, soit parce qu'elles le perçoivent pas encore, c'est de toute façon pas la top priorité pour vendre. Donc déjà, tu vois les gens qui ont un intérêt dans ce sujet-là et qui voient des problématiques. Et quand elles te répondent et que tu vois que tu leur as apporté de la valeur avec ça, tu sais que tu peux leur en apporter encore plus en leur vendant ta solution. Mais en tout cas, tu as commencé par créer du lien social et de la confiance. Complètement. Et aussi, ce qui peut aider sur le copywriting, c'est un peu les signaux du marché, les signaux un peu d'achat. Si par exemple une boîte… En fait, on peut déduire pas mal de choses. Si, par exemple, il y a une perte du CA, peut-être qu'il y a du stress en interne dans les équipes. Ouais, en fait, il y a plein de… Vraiment, on peut décomposer. Et si, voilà, on arrive avec une solution d'externalisation sur tel process ou, par exemple, une startup qui vient de lever des fonds, du coup, ça va être vite le rush. Là, il y a un gros dilemme, etc. Et donc, voilà, on peut peut-être trouver des signaux un petit peu comme ça ou augmentation des équipes en interne, peut-être que du coup, ça crée moins de proximité en interne avec les équipes, etc. On peut proposer une solution adaptée à ça et il y a un petit semblant de besoin. Exactement. Et là, on passe sur la phase au-delà de quand on veut enrichir de la data en amont, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau du contact, mais on va plus parler du niveau entreprise. Il y a tous ces signaux, donc ces intents qu'il faut capter, et plus on en capte, et plus on arrive à les classifier, et plus ça nous permet aussi d'avoir une approche copywriting. Parce que très souvent, quand on commence, on a surtout l'approche firmographique. Donc, je veux des boîtes de telle taille, je veux taper telle personne qui bosse dans tel département. Bon, normal, hein, et c'est important aussi.
Mais il faut pas négliger toute cette partie en dehors des chiffres, enfin de comment est structurer la boîte juridiquement et organisationnellement. Bah aussi, exactement tous ces signaux de marché. Est-ce qu'ils viennent de lever? Quel genre de poste ils recrutent? Donc regardez aussi du côté des job boards. Il y a il y a une galaxie de signaux. Alors c'est plus compliqué à capter et c'est évidemment hein, savoir le CA et la taille d'une boîte, c'est des infos légales, c'est facile à avoir. Avoir ces autres informations-là, c'est plus compliqué, ça demande plus de recherche partout, ça demande plus de réflexion aussi pour faire des liens de causalité, comme tu dis, bah, ils viennent de lever, donc ils ont besoin de ça, ou alors ils recrutent un comptable, donc ils ont peut-être des difficultés financières ou j'en sais rien. Ça demande plus de réflexion, mais par contre, ça a énormément de valeur. Et ça a de la valeur sur le ciblage, et ça a de la valeur sur le copywriting. De toute façon, les deux sont liés quand tu cibles bien, c'est un copywriting plus simple, mais déjà à ce moment-là, c'est des choses qu'il faut pas négliger. Alors ça, tu peux le faire en amont ou en aval. Tu peux aussi, c'est ce vers quoi risque de tendre Better Contact aussi à un moment, enrichir de la donnée justement d'intent et de signaux après. Au moment de l'enrichissement. Parce qu'au début, tu n'as pas toujours toutes ces infos, c'est pas toujours simple de. Mais par contre, tu peux dire toutes ces boîtes-là. En fait, il y a deux approches. Soit tu t'en sers pour scoper, vraiment faire juste du scoping, et donc tu essaies d'avoir un maximum en amont de l'enrichissement, etc., pour avoir une liste restreinte qui correspond exactement à ce qu'on veut, et t'enrichis, tu déroules. Soit tu à une cible globale, tu veux toucher toutes les agences IMO parce que tu sais que ton produit touche toutes les agences IMO, donc tu vas juste cibler ça, tu vas les enrichir. Mais quand tu enrichis, t'aimerais avoir plus d'infos, là, juste pour le copywriting, pas pour descoper, parce qu'a priori, tu vas t'adresser à tout le monde. Mais par contre, pour le copywriting, bah là, ça va être plus simple parce que tu sais que la boîte, elle est dans tel événement, tel truc, elle fait, elle vient de lever, elle vient pas de lever, elle vient d'embaucher, elle cherche des nouveaux consultants. Et donc là, sur la base de ton pipe de base, bah, après, tu vas faire peut-être 5 subdivisions en fonction de critères que tu as pu enrichir sur des signaux de marché et tu vas leur adresser 5 messages différents. Donc ça aussi, c'est un moment d'enrichissement qui peut être important à ce niveau-là. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est en fait finalement c'est du tu peaufines encore plus. Tu réaffines ta base de données que tu as. Et carrément, et même on avait testé un truc aussi qui avait bien marché, c'est les événements physiques. Si les personnes sont exposants dans tel événement, ça veut dire que voilà, par exemple, ils sont la COP27 par exemple, admettons, ou des choses comme ça. Donc ils sont déjà un peu dans. On peut déduire des choses de ça, ouais. Et je suis aligné. Et derrière, bah en fait, tu peux mettre au lieu de faire un icebreaker pour toutes les personnes, tu peux mettre plusieurs prospects dans ce scénario-là qui parlent de ça et un peu décortiquer. Et finalement, exactement. Et puis justement, après, ça fait aussi des enfin, plus que des prétextes parce que c'est pour ça que je les ai sourcés, mais c'est facile. Quand tu sais que ces gens qui sont à la COP27, c'est super simple d'avoir un icebreaker ou de rebondir sur la COP27 ou quoi que ce soit. Plutôt que juste dire vous êtes préoccupé par l'environnement parce que tu sais pas ce qu'ils ont fait, quel salon ou quoi que ce soit. Et puis là, tu le fais. Et après, c'est toujours pareil. Il y a de plus en plus de monde qui le fait, donc il faut être de plus en plus malin, de plus en plus précis, de sortir du lot. La même chose. Donc, quand tu as un RH ou un QSE qui se prend 50 mails par jour de prospection et que tu en as un qui est précis sur ce qu'il a fait la veille, bah, il aura plus tendance à se dire c'est quelqu'un de sérieux qui me connaît. Ou en tout cas, qui a vraiment bossé ma boîte, qui a peut-être de la vraie valeur pour ma boîte et qu'on va pas un mail générique. C'est toujours pareil. Quand on envoie un CV, il vaut mieux le personnaliser. Quand on envoie c'est la même chose. Donc, plus on est précis, plus on montre de l'intérêt à la personne. C'est ça. Et en plus, tu vois, tu prends le temps de travailler tout ce qu'on a dit là. Derrière, ça va payer parce que peut-être que ça ne va pas payer. On peut se dire, j'ai travaillé pour rien, donc prochaine fois, je fais le bourrin, etc. Mais déjà, ça va pas être la même énergie en rendez-vous. Derrière, ça va être potentiellement un nouveau client ou quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est incroyable parce que j'ai pas forcément mis, je sais pas, plus de 1 000 € sur Facebook Ads, Google Ads, peu importe. J'ai pas non plus fait 1 an de contenu. C'est simplement un travail, précis de prospection qui a fait un gros retour sur investissement. Ouais. Donc là, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que ce qui peut être frustrant à l'heure des chiffres, c'est de se dire, j'ai pas, surtout quand on parle avec d'autres personnes du milieu et qu'on compare un peu nos chiffres et de dire, moi j'ai envoyé 10 000 mails de prospection le mois dernier. Enfin, il y a un peu la course aux chiffres et à celui qui source le plus et à celui qui se peut scraper plus, qui peut, surtout avec l'automation, c'est le risque, comme tu disais, c'est que comme techniquement tu peux le faire, tu te donnes aucune raison de pas le faire. Et des fois, te dire, non, moi j'ai eu que 3 démos, j'ai sourcé que 50 personnes ce mois-là. A priori, quand tu
perds le recul, tu te dis, bon, en fait, c'est pas beaucoup, quoi. Soit tu as l'impression de pouvoir beaucoup bosser, soit tu te dis, bon, votre potentiel, je vais faire autre chose. Mais ça dépend c'est toujours pareil, si tu privilégies la quanti ou le quali, comme tu viens de le dire. Et si ces 50 rendez-vous, ils ont été game changer, ces 50 mails, ils ont été game changer et que ces 3 rendez-vous, ils sont closés sur des étiquettes, tu t'en fous que la personne, elle a eu aussi 3 rendez-vous en envoyant 10 000 mails, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Peut-être, de vue. Oui, aussi, ouais, ça c'est vraiment la fin. Bah, nous, généralement, en fait, on décortique vraiment tout. En fait, il y a aussi un funnel comme tu disais, hein, mais il y a un funnel dans la séquence. En fait, c'est que tu analyses ton taux d'ouverture. Si ton objectif, c'est que les personnes cliquent, tu analyses ça, comment augmenter ton taux de clic, ton taux de rendez-vous, comment il est. Et en fait, c'est aussi une boucle du feedback. Petit à petit, tu arrives à quelque chose d'intéressant. Et après, c'est aussi intéressant de demander le feedback en rendez-vous. S'il y a eu du rendez-vous, ah oui, qu'est-ce qui a fait que du coup, vous avez souhaité échanger avec moi, qu'est-ce qui a fait que là, vous avez pris le temps de répondre à mon mail, etc. Et du coup, pareil, ça peut améliorer, avoir du retour. Ok, oui, j'ai bien aimé, oui, effectivement. Et là, ouais, il y a moyen de Exactement. Exactement. Et donc, toi, Frédéric, tu as commencé en faisant de l'outbound pour présenter Better Contact? Ouais, après, c'est un peu mon ADN de par mon expérience et de par mon produit, qui est quand même assez typé outbound, même si on peut servir de la data pour faire l'inbound, mais qui est assez outbound. Donc, ouais, c'est principalement comme ça que je prospecte aujourd'hui. Après, je suis dans une phase où j'essaye, pareil, en arbitrant mon temps, de faire de plus en plus d'inbound aussi. C'est qu'on commence à faire du contenu. J'aimerais bien lancer un peu de contenu YouTube ou du contenu écrit, mais YouTube, ça me chaufferait plus pour parler autour de l'enrichissement, enfin un petit peu tout ce qu'on se dit là, apporter de la valeur. Pareil, donc gratuitement, entre guillemets, mais pour faire connaître le produit et surtout l'intérêt de l'enrichissement et expliquer pourquoi il vaut mieux faire ça et pas ça. Donc voilà, j'aimerais tendre dans les stratégies un peu plus inbound ou en tout cas plus mixtes, parce que l'outbound a aussi ses limites. Enfin voilà, c'est bien sur certains points. Mais en tout cas, pour démarrer l'outbound, je trouve ça très bien parce que ça ne demande pas d'inertie. Tu shootes ta campagne direct à les résultats à l'échelle de la semaine ou des 2 semaines, mais c'est pas un contenu. Faut pas être dépendant d'une seule source d'acquisition finalement. En plus, ouais, voilà. Mais j'aimerais bien mixer. Et puis l'outbound, quand tu es tout seul, mine de rien, au début c'est bien, mais quand tu dois tout le temps gérer des campagnes, tout le temps gérer du sourcing, etc., ça prend aussi du temps. Tandis qu'un contenu, même si ça prend du temps à faire, une fois qu'il y est, ça répète, quoi. Ta vidéo, elle est vue 10 000 fois, c'est pas 10 000 campagnes mail à refaire, quoi. C'est vrai. Mais donc plutôt outbound encore maintenant, mais je vais tendre vers l'inbound. Et en termes d'outbound, après c'est de la strat. Il n'y a pas de secret. Ce que je viens de dire, c'est ce que j'applique. Je cache pas des formules secrètes de mon côté. J'essaye de cibler au max. De cibler au max, d'avoir des messages pertinents. Si après, sur du pur copywriting, des messages plutôt courts. Il y en a marre des messages longs. Après, je suis pas expert copywriter non plus, mais j'essaie toujours de me mettre à la place de ce que j'aimerais recevoir. Des messages plutôt courts, apporter de la valeur. Pas forcément attendre. Moi, dans mon cas très spécifique du produit que j'ai, moi, surtout ce que j'avais au début quand je faisais beaucoup de démos, c'est aussi des problèmes des fois de moments. Quand c'est des gens qui ont, t'as des boîtes qui enrichissent en continu, qui ont qui toutes les semaines doivent shipper tant de mails, tant de leads, etc. à leurs sales. Bon là, il y a un besoin continu. Mais t'as des boîtes aussi qui font des lots, qui vont cibler telle verticale pour le semestre, pour le trimestre. Elles enrichissent leur liste et puis pendant 3 mois, elles enrichissent rien ou très peu ou à la marge. Et des fois, c'est pas le bon moment. Et ça, quand tu fais de l'outbound, c'est clair. C'est frustrant. La personne, si je suis intéressé, limite, elle fait un sign-up gratuit, mais derrière, elle convertit jamais parce que c'était pas le bon moment. Et puis 3 mois après, elle t'a oublié et elle passe à autre chose ou quoi que ce soit. Et donc, c'est aussi ça que je veux rattraper avec l'inbound. Mais pourquoi je parlais de ça? Je me suis perdu. Sur l'outbound, il faut aussi arriver au bon moment. Et c'est assez limite aussi, quoi. Donc, je c'est ça, ça. Non, mais je suis hyper aligné parce que c'est pas forcément parce que l'offre était pas bonne, c'est comme tu disais, le timing. Parce qu'en fait, tu as la bonne cible, tu as le bon message, c'est la bonne proposition de valeur, mais c'est le timing qui fait que voilà. Exactement. Et après, et là, si tu commences à donner du contenu, après, il y a exactement du lead nurturing. Les personnes voient ta tête pendant X fois, ils disent ah bah oui, c'est vrai que j'avais eu un échange il y a 6 mois en arrière avec Fred. Et du coup, bam. On a tendance à, enfin, en tout cas, moi, c'était un peu mon biais.
j'ai tendance, vu que je suis pas sales, à me dire, ok, en fait, ok, un très bon échange, mais je vais pas harceler la personne parce que c'est bon, elle me connaît maintenant. Ouais, En fait, on ouais, est tellement sollicité par plein de trucs qu'on oublie, on n'a pas le réflexe. C'est même ouais. pas qu'on n'a pas le réflexe. Au moment où on doit enrichir, ça, je l'ai vécu. Au moment où on doit Mhm, enrichir, même des gens à qui j'ai beaucoup parlé, qui me font confiance et tout, il y a aucun souci. Mais un peu mhm, mécaniquement, au moment d'enrichir, ils t'oublient. Juste à ce moment-là, parce qu'ils sont précis, ils sont en tête dans le guidon, ils sont dans le truc. Et mhm, même, ils s'en rendent mhm. compte. Mais après, ils se disent, ah merde, je vais tester la solution. Alors que j'ai trouvé trop cool, que j'avais trop envie de le faire. Mais il y a ce côté conditionnement où il faut, bah, après, c'est de la psycho, Mhm. mais faut être présent, Ouais. faut être présent, faut être présent, faut pas avoir peur, faut pas spammer, mais faut pas avoir peur tant que tu apportes de la valeur de faire du Mhm. repeat, du repeat, du repeat. C'est comme les ads. Moi, je suis moins expert en ads, mais en ads, il faut apparaître, faire de l'impression Retargeting. 6 Ah ouais, fois ouais. avant de convertir, même si la valeur est là, Mhm, même si la mhm. personne a confiance en toi, mais si elle te voit qu'une fois, elle t'oublie, quoi. Bah, c'est ça. Moi, sur l'agence, c'est plus moi qui ai la partie sales. Moi, systématiquement, il y a le CRM qui est à côté. Et du coup, bah, voilà, même si le rendez-vous n'a pas forcément converti ou quoi, ouais, à chaque fois, tu vois, je mets un rappel X mois plus tard, parce que du coup, des fois, c'est par trimestre. Là, c'est pas le bon moment, etc. Et du coup, voilà, une petite relance sans être trop agressive parce que ça peut être mal vu. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, c'est cet effet de timing qui est pas évident Ouais. ouais. Et ok, ok, hyper Bah, c'est là, intéressant. ouais. Là, on a échangé plein de trucs, ouais, en vrai. Bah ouais, carrément. Su- C'est super intéressant. On pourra en parler des heures parce que le growth, Ouais. ne serait-ce que l'outbound, il y a des milliards de trucs à faire. Mais ouais, non, très intéressant. Bah, j'espère que ça apporte un peu de valeur et que ça permet d'y voir clair sur certains sujets. Et... Bah carrément. Alors, juste, ouais, si j'avais une question, je pense que ça peut être Mm, intéressant parce que tu es passé quand même par pas mal de phases avec mm, bah, de The Family en freelance à finalement aujourd'hui en solo sur Better Contact. Est-ce que tu aurais un conseil pour un SaaS en début de lancement ou pour un entrepreneur qui souhaite lancer une boîte SaaS ou un outil mm. pour ça pas forcément tomber dans le piège de la levée de fonds dès le début ou un petit peu comment tu vois les choses Bah, sur moi, ça. de par mon expérience, la principale chose, que ce soit du SaaS ou autre chose, c'est vraiment être en adéquation produit-marché. Bon, ça paraît évident, mais D'accord. c'est tellement Ouais. dur d'être sûr d'avoir son PMF et d'être sûr Ouais. d'avoir des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu fais que Avant de. avant de faire Ouais. quoi que ce soit. En fait, on fait toujours trop avant ça. Après, bon, dans la vraie vie, il faut quand même que tu aies un minimum de trucs développés à montrer pour que les gens payent et tout. C'est jamais, c'est souvent Ouais. t'entends, tu fais rien du tout avant d'être payé et tout. Mm, Ça se prête pas à tout. Quand tu fais une formation, c'est possible. Quand tu fais un produit physique ou un SaaS, il faut quand même que tu aies un petit logiciel qui fonctionne, ne serait-ce que ce soit du no-code, même s'il bug et tout, il faut quand même que tu aies un petit truc développé. Bon, faut quand même que tu fasses ouais. des choses. Mais le plus tôt possible, aller chercher ce PMF, aller chercher des gens qui sont prêts à payer en échange de ton produit. Parce que ça, Cette, c'est vraiment le vali- pire piège. ouais. Ouais. Cette Après que, validation du marché avant de charbonner bêtement finalement ouais, pour rien. Parce que ce serait. pour rien, parce que soit pour rien parce que ton produit marchera jamais, soit pour rien parce que ton Ouais. produit marchera, mais pas sur la feature que tu es en train de développer. Donc ça, c'est vraiment. Après, c'est lever, pas lever, l'arbitrage. Mm, Après, c'est pareil au début, tu peux avoir tendance à te dire, je suis en train de faire un logiciel sur mesure pour une ou deux boîtes et j'ai pas l'impression de créer un SaaS, mais plus une presse. mm, Enfin, t'as un tout petit début où quand tu as 3-4 clients, tu es presque en prestat, tu vois, à développer un produit qui est pour 2-3 personnes. ouais. Donc, Mm, faut faire attention au biais, comme on a dit, de pas faire des trucs trop sur mesure qui ne s'adressent pas au marché. Mais au début, tu as comme une phase où tu sais pas trop ce que tu fais. Enfin, tu as l'impression de faire de la presta. Et puis après, au fur et à mesure, faire rentrer des gens, et puis tu affines ton produit jusqu'à arriver à un truc standard qui est suffisant pour assez de monde, qui est pas trop spécifique, mais qui est suffisant pour assez de monde. Et la machine va mm, prendre comme ça. Mais il faut vraiment, enfin, en tout cas, moi, mon conseil, ce serait vraiment de partir du user, de ce qu'il veut, de ce qu'il est mm, prêt à payer pour avoir. Et, et faire attention à l'objection, la fausse objection, quoi. Oui, mais il n'y a pas ça. Oui, mais est-ce que sans ça, tu n'es pas prêt à payer? Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu n'es pas prêt à payer? Est-ce que s'il y a ça, c'est un oui, non pour je paye? Et essayer de l'avoir au plus vrai, donc en vrai avec la carte bancaire, mais sinon, bah, au moins un engagement, enfin, tu sens qu'il y a un vrai engagement, tu sens qu'il y a vraiment ça en creusant, en creusant, en mm. creusant. Et Ouais. après, lever, pas lever. En fait, le risque de la levée, Bah, c'est de te passer à côté de ça et d'avoir un business pas rentable pendant. Enfin, nous, si on avait levé, mm, peut-être qu'à force, statistiquement, on aurait trouvé un business model. Mais on aurait pu partir pour 2 ans mm, de plus, en continuant 2 ans, en cramant de l'argent sans avoir un business rentable et à la fin se cracher mm, 2 ans plus tard, quoi. Donc ça peut masquer.
Ce qui est fondamental pour une boîte, c'est dégager du bénéfice parce que des gens sont prêts à payer pour la valeur que tu apportes. Quoi que tu fasses une TPE, une PME, une startup, une scale-up, que tu lèves des fonds, que tu lèves pas de fonds, si les gens sont pas prêts à payer pour ce que tu produis, t'es pas une boîte, quoi. Donc, tu peux pas vivre. Donc. Mais c'est ça. Et après, ça peut être un bon accélérateur. Je pense la levée de fonds maintenant, comme je pense la base de la base, c'est vraiment la validation de marché dès le début. Et là, c'est dire bon, est-ce que du coup, c'est ça en fait. Ça peut être finalement ça peut être un filtre parce que tu te dis bah c'est bon, il y a du cash, etc. Mais finalement, en fait, il y a pas de fonds. Il y a pas forcément. C'est ça, c'est pas sain, quoi. Après, c'est pas pour autant que tous ceux qui lèvent ne sont pas sains, qu'il faut pas le faire et tout. Moi, je suis pas énervé contre les levées de fonds, pas du tout. Mais c'est différent. Puis après, c'est aussi un mindset en vrai. Pareil, pour beaucoup parler avec la communauté bootstrapper maintenant, pour avoir été beaucoup dans la communauté levée de fonds avant, c'est quand même des mentalités différentes, c'est des ambitions différentes. Quand tu bootstrap, on va pas dire que t'as pas des mentalités, enfin, on va pas dire que tu vois plus petit, mais forcément, tu vois de manière, tu vois moins loin, entre guillemets. Tu te dis pas, je vais changer le monde en faisant une boîte bootstrap. Je vais changer le monde en levant des millions et en accélérant sur certaines choses. Un bootstrapper, il va être plus pragmatique, plus ok, je vais faire cette brique, puis cette brique, puis cette brique, puis je grossis plus sereinement. Donc après, c'est aussi des mindsets en fonction du business que tu veux faire, en fonction de qui t'es, de comment tu vois les choses. Et ça, c'est le grand débat, mais c'est pas, ça dépend de plein de facteurs. Et tu peux faire la même boîte bootstrapper, la même boîte avec une levée. Pour autant, il y a des boîtes, tu es obligé de lever pour arriver à un certain niveau parce que tu vas pas être rentable pendant 5 ans et c'est obligatoire. Et c'est pas pour autant que la boîte sera pas bonne. Donc ouais, sur la levée, il n'y a pas de secret. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même avoir un produit qui a de la valeur pour quelqu'un. Après, je pense aussi que les temps, j'ai un peu quitté ce monde de plus de levée, de VC, etc. Mais je pense que de toute façon, les temps sont plus tendus maintenant quand l'argent était roi il y a 5 ans, il y avait trop de cash. Donc de toute façon, je pense que les VC vont quand même plus regarder, être un peu plus moins mettre de l'argent sur des projets un peu plus farfelus ou moins matures. Donc de toute façon, même pour les levées, ça va être un critère quoi, de plus en plus. D'accord. Ouais. Je pense. Hein. Je suis pas, non, mais c'est intéressant. Ouais. Et du coup, pour terminer avec ça, Frédéric, toi, quels sont tes objectifs? Comment tu vois les choses là sur l'année? Parce qu'on fait ça, on fait cet échange fin janvier. Est-ce que tu as défini un petit peu une roadmap ou en tout cas comment tu vois les choses, toi, à titre perso, entrepreneur et avec Better Contact? Ouais, carrément. Il faut surtout au moins une fois par an, au mois de janvier, c'est la bonne occasion de se faire ça. Même si des fois c'est dur de prendre du recul, mais ouais, c'est important. Du coup, but continuer de grossir. Là, j'ai fini l'année avec un product market fit assez clair, une proposition de valeur qui tourne, qui est scalable en tout cas, qui est suffisamment établie pour si je fais plus de prospection, plus d'acquis, il y aura plus de conversion. Donc ça, je suis content. Donc le but, c'est de croître là-dessus, sur cette valeur un maximum. Donc essayer de grossir. Là, on en revient sur ce que je disais avant. C'est pas parce que je suis bootstrap que j'ai pas d'ambition. J'ai envie d'exploser, de grossir un max. Donc l'objectif fin 2023, ce serait d'avoir exploser le MRR. Après, les courbes sont tellement exponentielles que tu peux à la fois faire x2 si tu vas pas vite et que tu t'es encore au début, et en même temps faire x10 si ça y est, t'as pris le momentum et partir. C'est dur d'avoir un chiffre en tête. L'objectif, c'est d'exploser, d'avancer le max possible. Après, plus pragmatiquement, là, je suis en train de convertir convertir le logiciel en anglais. En fait, à la base, j'avais fait un MVP plutôt français, de par mon réseau, de par tout ça. Mais il n'y a aucune contrainte technique à ce que le logiciel marche partout. Donc là, je suis en train de me dire, même si je suis très, 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 très loin, je suis au tout début, je suis très, très loin d'avoir conquis le marché français, mais je suis en train de me dire, autant le convertir, autant pas me fermer un marché, pouvoir aller plus loin, pas parce que j'ai l'impression que ça marche pas en France, mais pour pas me limiter, pour parler avec pas mal de fondeurs qui sont dans le gros, en fait, c'est bête de se priver d'une partie du marché, donc je suis en train de le convertir pour aller partout. Tu as fait le plus dur en plus. Là, tu as une validation. L'humain, finalement, et les entreprises restent entre guillemets, le besoin reste le même dans le gros. Ouais, c'est ça. Donc, et les features, finalement, tu as réussi à, comme tu disais, avoir ce product market fit. Il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais c'est vrai qu'effectivement, ça peut être pertinent. Ouais, pareil. Voilà. L'autre point, c'est la roadmap de features à côté qui est conséquente et que je vais essayer de prioriser tout au long de l'année, de me dire, essayer de sortir 2-3 features importantes qui feature dans l'année. Peut-être qu'une, en fait, je vais voir, faire mes releases et voilà, faire évoluer. Mais
Ouais, Ok. toujours pareil. Et essayer de combattre mon biais de développeur, de me dire que je veux toujours améliorer les choses, toujours faire mieux, toujours faire un meilleur design, toujours faire une feature en plus, tout ça, parce que en tant que Ouais. solopreneur, c'est vraiment le piège. Enfin, solopreneur dev, on va dire. Même sales, je pense que Ouais, c'est sales, vrai c'est que pareil. Quand tu parles aux clients, tu as toujours envie de leur donner plus, tu as envie de faire plus. Tu te dis, bah, j'ai eu ce besoin qui est revenu plein de fois, j'ai envie qu'il soit en place et tu vas mettre la pression à ton dev. Et puis quand t'es dev, tu te dis, putain, j'ai envie de faire ça, c'est kiffant. Mais un peu par FOMO aussi, par peur de louper quelque chose. Mais après, en fait, le revers de tout ça, quand ça explose ton support, quand ça mobilise du temps à faire le dev, alors que tu pourrais faire apporter de la valeur sur les clients que tu as déjà et ce que tu fais déjà, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Mais je vais essayer de bah, combattre ce syndrome-là. ouais, c'est vrai que nous, ça, c'est une des problématiques parce que j'ai plus la casquette sales. Lucas, mon associé, lui, est plus CTO un petit peu, travaille sur les process et organise tout ça pour que ça tourne comme il faut. Mais avec mon feedback que j'ai eu en rendez-vous, et des fois, nous, ça a été une erreur en 2022, ça a été la dispersion. Parce que bah, même sur des projets qu'on nous a proposés, etc., même sur bah, c'est pas forcément des features, mais sur, ouais, sur des clients où finalement on n'aurait pas dû forcément accepter la mission parce que bah, finalement ça prend du temps. Et ouais, c'est pas évident de prioriser. Ouais, surtout en plus si tu es solo, nous ça va parce que du coup on est deux et on peut échanger, etc. Mais je pense que c'est important aussi l'entourage, un petit peu, tu sais, de ne pas hésiter à rencontrer d'autres gens qui sont dans la même verticale, dans la même industrie pour avoir un peu le feedback. Ouais, mais ok, ouais. Ouais, c'est un Ouais, vrai. carrément. Mais, Ouais, mais c'est pareil quand on fait du service. Bah pareil en tant que freelance, moi j'étais tout seul, mais il y a ce qui me fatigue aussi un petit peu à la fin, c'est toujours ce côté-là. Est-ce que j'accepte cette mission qui est pas exactement ce que je fais, mais qui est Mmh, bien payée ou pas, mais qui voilà, que tu vois des ouais, intérêts à côté, quoi. Soit t'es bien payé, soit ça te tombe dessus et tu dis bon c'est con de la refuser. ouais, Mais en même temps c'est du défocus, en même temps t'as, ça t'empêche de prendre la mission qui va arriver une semaine après que tu connais pas encore, qui est vraiment dans ta zone de talent. ouais, ouais, Et c'est un arbitrage aussi qui est pas facile, ça, hein. En freelance, mmh. enfin en presta, en tout cas, quand tu vends du service. Ouais, c'est des choses auxquelles il faut savoir dire non aussi. Bah, globalement, savoir dire non, c'est pareil, c'est un conseil hyper Ouais, facile, enfin, hyper ouais, connu, ouais. hyper classique, mais à appliquer, Mais ouais, c'est pas toujours simple, hein. ouais, faut vraiment avoir une full clarté Mm. sur son one thing et s'y tenir, hein. C'est vrai que c'est Ouais, pas évident, la mais ouais. confiance. Et c'est facile quand on entend des personnes qui ont réussi, entre guillemets, qui ont en tout cas passé cette marche-là de, bah, j'ai une feature, Ouais. une truc qui marche très bien, etc. Notamment tous les influenceurs LinkedIn qui font du copywriting ou des choses comme ça, qui sont très bons là-dedans, qui ont plein de clients et tout, et qui tournent très très bien. Tu dis, ouais, bah, c'est facile maintenant que tu tournes bien. Mais au tout début, quand tu étais personne, que tu avais au moins 5 services différents que tu pouvais proposer et que Ouais. c'était pas clair dans ta tête, c'est pas facile de dire non. Enfin, c'est facile de dire après, de dire non à quelqu'un. Alors que sur le moment, bah, ça te fait de la Mmh. trésor, sur le moment, ça te fait de l'expérience, sur le moment, ça te fait Ouais. rencontrer quelqu'un de plus, etc. Et c'est vrai que c'est une phase qui est pas simple, quoi. Enfin, en tout cas, C'est ouais, qu'il faut un réussir vrai à passer sujet, hein. mentalement. Mm. Ouais. Ouais, non, mais ouais, carrément. Carrément. Mais ah oui, donc ouais, bah là, ça va être une. Ouais, si là, tu as envie de bah, plus scaler finalement, cette année, ouais, ça va être une grosse année. Et en tout cas, bah, Ouais, j'espère. Là, ça fait un an. Il faut ouais, que ce soit faut que ce soit l'année du scale ouais, là maintenant. Tout est techniquement c'est prêt. Les features, enfin les deux trois features principales qui font que ça se vend, elles sont prêtes. mm. Donc il n'y a pas de raison qu'on D'accord, ouais. scale pas. Et voilà, l'idée c'est d'aller grossir le plus vite possible maintenant. Et on verra, on fera le bilan fin 2023, mais j'espère qu'il sera positif. On te le souhaite. Non, mais c'est cool. C'est franchement pour avoir testé et tout. Non, franchement, c'est pour ça que je voulais qu'on échange Mm. ensemble aujourd'hui. Voilà, on mettra le lien, même ton LinkedIn juste en dessous de la vidéo, du podcast. Comme ça, au moins, voilà, ça, Trop cool. y a Je, aucun je me rends souci. compte, pour les gens qui Ouais, seront encore là jusqu'à la fin, en fait, on n'a même pas présenté le produit. On a juste dit que c'était de l'enrichissement, mais la oui, spécificité par rapport à Drop Contact, Hunter, Datagma, enfin tous les spécialistes du marché. En fait, je suis pas une Better Contact, c'est pas un enrichisseur en tant que tel. On n'a pas d'algo, on n'a pas de base qui vont faire ça comme fait Drop Contact, etc. En fait, c'est un agrégateur de ces sources-là qui intègre justement Drop Contact, Datagma et plus d'une dizaine de sources pour aller faire de l'enrichissement en cascade, mais surtout pas forcément juste en cascade, mais d'aller optimiser les sources de données et les requêtes en sources de données, en nettoyant la donnée, etc., pour in fine avoir le meilleur taux de complétion possible de la donnée et la donnée la plus fiable possible.
Donc, en gros, c'est un logiciel qui est une machine d'enrichissement au travers de différentes sources pour obtenir un fichier complet et propre, plus que si tu n'utilisais qu'une seule source, parce que par définition, si tu en utilises plusieurs, à savoir qu'on n'est pas entré dans les détails, mais à savoir que chaque solution d'enrichissement a un petit peu sa manière de fonctionner, a ses points forts, ses points faibles en fonction de la source que tu lui donnes, des données que tu lui donnes. Et ça, Better Contact l'optimise en allant chercher de partout. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu arrives à avoir une liste assez remplie. Et donc, c'est pas juste un fournisseur de données, en fait, c'est un agrégateur de sources. C'est une machine d'enrichissement, en fait, comme on pourrait le faire un freelance. Ouais, avec Better Contact, tu peux aller chercher les 80-90% des coordonnées si ton fichier est bien fait, ouais. Carrément, ça c'est cool. Ouais. Ok. Voilà. Non, mais, c'est comment écouter jusque-là. Non, mais je ferai un petit cut. Je vais remonter, on va faire un petit teasing, tu vois, au début, comme ça. Ouais, un teasing d'épisode, voilà. Voilà, et là, bim. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Non, mais ouais, en tout cas, merci, c'était super agréable d'échanger avec toi. Avec grand plaisir, c'est vrai que ouais, ça fait quand même une petite heure, 1h20, ouais, facile, mais hyper cool. Beaucoup de valeur, ouais. Merci beaucoup en tout cas, ouais, Fred, pour ton temps. Voilà, au plaisir d'en refaire ou de continuer sur ce mood-là. En plus, t'es à Lyon, donc moi, dès que je rentre, en physique quand tu rentres. Ouais, avec grand plaisir, et puis ouais, n'hésite pas. C'est toujours un plaisir d'échanger, d'apporter de la valeur. Moi, je kiffe le gros, je kiffe ce métier, donc toujours avec passion, j'en parle. Bon, c'est cool. Eh bien, on mettra voilà, le lien de Better Contact et tes réseaux. Même si tu veux te lancer sur YouTube, pareil, je ferai la modif. Ça marche, tu rajouteras. Trop bien. Ça roule. Bon, je te remercie, Fred.